m'a demandé en fait d'intervenir sur cette table ronde et de réfléchir en fait à ce qui faisait de la valeur dans le territoire. Et je vais en fait essayer d'avoir en fait un angle d'attaque en tant qu'économiste, puisque en fait j'ai un doctorat en économie de l'environnement, et puis essayer de mettre en perspective ce qui est en fait aussi la réflexion autour de la valeur dans le territoire. Quand on s'intéresse en fait à la valeur, elle est définie par rapport en fait à une conception. Si je vous demande en fait qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous en fait aujourd'hui à Nantes, chacun me répondra quelque chose en fait de particulier. Donc déjà, le présupposé en fait dans la construction de la valeur, c'est que c'est quelque chose de subjectif et qui va se manifester en fait par un intérêt, qui est un intérêt en fait du particulier et qui va être l'intérêt des différents agents dans leur diversité. Quand on revient en fait sur ce qui est la valeur en fait en économie, on peut faire remonter la valeur à Aristote, qui a été l'un des premiers en fait économistes à penser la relation à la valeur. On a l'apport en fait de saint Thomas d'Aquin, notamment sur la notion en fait à la moralité de la valeur. On pense aux économistes qui ont été les physiocrates. On inscrit en fait la valeur dans le territoire avec Turgot qui a été ministre en France. Et puis la valeur, elle est l'objet de lutte. C'est ce qu'on retrouve notamment dans l'analyse de Marx, et elle fonde aujourd'hui ce qui est lié en fait à l'échange. C'est ce qui est en fait au cœur de l'échange économique. Donc si on regarde en fait le trait commun entre l'ensemble des théories économiques sur la valeur, on peut voir que la valeur, elle va être source d'idées, de décisions, de comportements et d'interactions. Et la valeur, quand on va essayer de la définir, et l'idée de pouvoir créer de la valeur, c'est avant tout en fait de la comprendre. La valeur, en fait, c'est quelque chose qui va donner du sens. Et donc l'objectif de la création de valeur sera de comprendre le sens, sera en fait de donner le sens. Si je vous demande en fait d'où vient la définition, d'où vient l'étymologie de la valeur vient du grec qui veut dire valor. Et en grec, valor signifie le sens de la vie. Donc finalement, ce qui va avoir de la valeur, ça n'est pas simplement qu'une représentation en fait économique, mais c'est ce qui va donner en fait du sens à la vie. Et donc là, on va essayer de s'intéresser à cette notion de valeur dans le territoire. Le territoire, en fait, que nous voyons en fait au sein de la HRETI comme un métabolisme vivant. Le territoire, en fait, il est tout autant en fait un lieu physique, géographique, organisé autour d'un écosystème vivant. Et ce qui est au cœur du territoire, c'est l'humain. Et donc finalement peut-être une des solutions de la création de valeur, ça va être en fait l'orientation vers le service, l'orientation vers l'humain. Le territoire, il est aussi soumis à des aléas, à des risques. Il est le résultat, il est le fruit en fait d'un construit d'interaction. Donc on peut dire que le territoire, c'est quelque chose qui va être vivant, c'est quelque chose qui va respirer, c'est un métabolisme. Et c'est bien pour ça qu'après, on va parler de régénération, valorisation des territoires. Donc on va en fait pouvoir décliner, valoriser en fait cette valeur. Le territoire, il est construit en fait autour de différentes cibles. On a des cibles concrètes. Je vous l'ai dit, en fait, ce qui est au cœur du territoire, c'est l'humain. Donc avant tout, ça va être la cible humaine. On va avoir de la valeur pour qui sont les populations sur le territoire. On a des populations locales, des populations qui vont être sédentaires, des populations qui sont de plus en plus en fait en mobilité. On a des populations urbaines, périurbaines, rurales. On a aujourd'hui des communautés qui sont des éléments particuliers de ces populations sur les territoires. On a des orientations en fait aussi en termes de cibles publiques par rapport à des activités économiques, de production, de commerce, le loisir, la culture, les services, la santé et puis la communication. Ce qui fait que les individus se retrouvent sur un territoire, c'est cette idée d'être en interaction les uns par rapport aux autres. Sinon je vais vivre dans le désert, sinon je vis en fait au milieu de nulle part. Et ce qui fait le sens, c'est d'être en fait finalement tous ensemble. Donc, au-delà de cette cible humaine, de l'humain en fait au cœur du territoire, il y a aussi aujourd'hui ce qui va être le résultat, se construit. On a des infrastructures, on a en fait ici des cibles matérielles en termes de problématiques de sécurité, de réseau, de transport, de traitement de l'eau. Et puis tout ce qui va tourner en fait autour du... On ne peut pas imaginer le territoire si on n'imagine pas en fait la relation au bâti. Le bâti en fait dans l'habitation, aussi dans la relation en fait au patrimoine. Le territoire, il s'inscrit aussi dans un écosystème qui est un écosystème naturel par rapport en fait à des espaces naturels, protégés, sites classés, milieux aquatiques, terres agricoles. Et enfin, l'une des cibles sur le territoire, c'est l'acteur. Ce sont les résultats qui vont résulter de cette abstraction au niveau en fait aujourd'hui des organisations de services, de la cohésion sociale, par rapport en fait à l'emploi, l'éducation et la santé. Donc ce qu'on peut dire en fait au niveau du territoire, c'est que le territoire en fait il est complexe,
Il est le résultat, il est le fruit d'un équilibre. C'est quelque chose de vivant et puis c'est quelque chose en fait de risqué, avec un risque qui est à la fois en fait une vulnérabilité, quelque chose de négatif qui peut en fait arriver, et une opportunité, ce qui peut être créé, ce qui peut en fait résulter d'un effet positif. Alors, la question c'est, y a-t-il une valeur, y a-t-il des valeurs en fait dans le territoire? Je vous l'ai dit, la valeur c'est le sens de la vie. Tout le monde va avoir une valeur différente parce qu'elle est subjective. Donc ce qui est en lien aussi avec la valeur, c'est la culture. Comment est-ce qu'on est capable de comprendre ensemble? Est-ce que déjà on a la même culture? Est-ce qu'on va bien comprendre les mêmes éléments sur les fondements de cette valeur? Et on le voit en fait, on a des diversités d'intérêts en fait auprès des populations. La valeur, elle va reposer sur des ressources, sur les ressources du territoire, sur des ressources territoriales. Et cette valeur, elle va être liée à des ressources des territoires qui vont être spécifiques et des ressources qui vont être propres. Donc, premièrement, pour pouvoir créer de la valeur, il faut être capable de nommer ces ressources. Il faut être capable de reconnaître ces ressources dans leur diversité et de les identifier. Et ensuite, voir ce qu'on va faire en fait à partir d'elles. Ces ressources, elles sont ancrées dans une logique du territoire, mais elles vont être aussi le résultat d'une construction entre les différents acteurs. La valeur, elle va reposer sur la ressource, mais la ressource, ça veut dire, c'est que si on n'en fait rien, c'est statique. L'objectif, ça va être de créer, de valoriser, de transformer. Donc on va essayer de passer d'une dimension de ressources à une dimension finalement d'actif territorial. On va transformer cette valeur. On va essayer en fait d'en faire quelque chose. Et donc il faut penser la création de valeur dans une logique de relation en fait dynamique par rapport en fait à la valorisation. S'il y a une valeur, on va entendre en fait valoriser un territoire. Et donc saisir les conditions qui vont permettre de constituer ce qui va être au-delà de ces actifs, la construction du patrimoine. Et on parlera de patrimoine territorial. Donc le territoire, c'est pas simplement qu'un stock de ressources. Et derrière, il y aura finalement le rôle de la décision politique, les interactions entre les différents acteurs. Ce territoire, en fait, dans sa complexité, en fait, à penser. Et donc, la valeur du territoire, elle ne sera pas simplement celle qui va être tournée vers la valeur d'usage, mais la valeur, elle va dépendre de la relation aux populations, de la socialisation, de l'appropriation que les acteurs vont faire de la valeur et des interactions qu'on va avoir entre des communautés, entre des acteurs, entre des problématiques sur le territoire. Donc si vous voulez finalement créer de la valeur, c'est penser aux logiques de comment les valeurs émergent. Quelles sont les logiques en fait de ressources? Sur quoi? Quelles sont les ressources d'un territoire? Quelles en sont les capacités? On a une ressource, on va en dégager une capacité. Et après, on va la transformer. Et après, ensuite, on va essayer en fait d'innover. Et l'idée, c'est que cette ressource territoriale, elle va être définie par rapport à l'attachement d'une société locale. Je vous ai posé la question à Nantes. Moi qui viens de Paris, je n'aurai pas la même représentation de la valeur de la ville de Nantes. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui est fondamental. La valeur, c'est pas un facteur de production qu'on fait rentrer et qu'on transforme. La valeur, c'est vraiment quelque chose en fait que l'on va devoir respecter parce qu'elle est le fruit d'un construit historique. Elle va s'intégrer dans un espace géographique. Elle va émaner en fait d'une collectivité qui a des valeurs esthétiques, sociales, des intérêts divergents. Et vous l'avez peut-être connu plus à Nantes avec cette problématique de l'aéroport où on a vu justement des valeurs différentes s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a fait en fait de ces différentes valeurs? Comment est-ce qu'on les prend en compte? Et elles sont toutes existantes. Il faut que je les comprenne et il faut que j'essaie de les reconnaître. Donc la valeur dans le territoire, c'est donner du sens, c'est fabriquer les territoires, voir en fait comment ces territoires se façonnent, qui vit sur les territoires, et puis si le territoire évolue, il va renforcer les individus, les êtres humains qui vont se trouver sur le territoire. Donc, l'idée de créer de la valeur, c'est peut-être premièrement savoir s'approprier de cette valeur en se basant sur la reconnaissance des ressources. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de valoriser en fait ces différentes valeurs. Alors, si vous pouvez conclure en moins de 2 minutes, oui. c'est formidable. Oui. Aujourd'hui, si vous parlez de valeur dans les territoires, vous voyez plein de classements. Les territoires, on va parler de valorisation, dévalorisation. Il y a des classements aujourd'hui sur les territoires, le prix de l'immobilier, la sécurité, le chômage, l'économie, les startups, la pollution, les différents territoires. On va parler de ranking territorial.
Mais peut-être ce qui est le plus important en fait dans la valeur du territoire, c'est la qualité de vie. Et c'est ça en fait aussi qui le plus souvent en fait apparaît dans les études en fait d'opinion. Donc la valeur en fait, si vous voulez, elle n'est pas simplement propre à des phénomènes quantitatifs, et donc on ne va pas pouvoir l'intégrer si facilement que ça en fait dans des logiques de calcul. Elle va reposer sur des dimensions qui sont des dimensions intangibles que l'on va en fait devoir essayer de comprendre, et autour de ça en fait on va devoir construire un marketing, un branding, une identité et une reconnaissance. Donc l'idée en fait qui va nous inspirer en fait autour de la chaire EDI, c'est de penser en fait que la valeur elle n'est pas unique, il n'y a pas qu'une valeur en fait économique. La valeur en fait elle est diverse parce qu'elle va résulter de compréhensions multiples, qu'elles soient anthropologiques, sociologiques, culturelles, écologiques, historiques, et de l'ensemble de ces valeurs, la problématique va être de savoir comment est-ce qu'on est en mesure de les combiner, comment est-ce qu'on est capable de créer comme un Rubik's Cube. Et c'est de la compréhension en fait de ces valeurs qu'on va en fait ensuite être en mesure de générer des services, de faire des propositions fortes en fait en termes politiques, en termes d'orientation et en termes de mise en œuvre pratique. Donc comment est-ce qu'on va travailler concrètement autour en fait de la compréhension de la création des valeurs? Essayer en fait d'avoir des indicateurs, de développer des outils, et donc notamment en fait on pense à l'ensemble de nos partenaires académiques et professionnels qui seront en fait dans la chaire et qui permettront en fait d'avoir des outils de pilotage où on va essayer de prendre en compte en fait ces diversités de valeurs pour prévoir en fait anticiper des évolutions, mais c'est aussi en fait de passer de l'étape de la conception, de la représentation à l'étape du service. Et donc si aujourd'hui en fait on appelait ça Nantes City Lab, l'expérimentation grandeur nature, c'est parce que ce qui va faire la valeur, c'est le sens que l'on va donner en fait à l'action, et donc lorsqu'on va aller en fait vers l'ensemble des individus, de l'humain qui composera en fait le territoire. Merci. Merci d'avoir accéléré. En tout cas, on comprend mieux pourquoi le titre emploie un pluriel, parce qu'effectivement c'est pas seulement la valeur économique, ce sont les valeurs. Et même si nous sommes un journal économique, on s'intéresse effectivement à cette dimension plurielle avec Carlos. On accompagne beaucoup sans cette démarche sur la Smart City. Alors, néanmoins, je voudrais quand même commencer avec Lionel Brie, parce qu'on parle de Smart City. On est un forum aussi Smart City, là. Vous vous occupez de la Smart City. Alors, la Smart City, on n'aime pas du tout le mot, je ne sais pas si vous l'aimez, vous devez le porter, donc il faut l'assumer. C'est l'idée de la ville, justement ce mot smart, c'est de donner de la valeur, mais souvent on disait c'était plutôt un monde d'ingénieurs informatiques qui allait finalement piloter la ville d'une façon un peu, j'allais dire, d'en haut et pas forcément avec les habitants. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot de Smart City, même s'il demeure, a changé de valeur pour le coup, et on essaye beaucoup plus de lui donner sa dimension humaine. Donc vous qui êtes conseil, j'imagine, de beaucoup de villes, peut-être de Nantes, dans ce domaine, comment est-ce que vous abordez cette question de création de valeur quand vous avez un projet de Smart City à défendre? Alors effectivement, nous, je ne sais pas si on fait de la Smart City, on fait en tout cas on gère beaucoup de données depuis 40 ans pour les collectivités locales, puisqu'on propose des solutions de gestion qui permettent de gérer, je dirais, de la garde d'enfants à moins de 2 ans jusqu'au cimetière, je suis désolé, parce qu'on gère aussi des solutions qui gèrent les cimetières. Voilà, donc on connaît pas mal de choses sur la façon dont les agents territoriaux doivent apporter de la valeur aux citoyens tous les jours, une forme de service, ça c'est important. Ils ont des données pour faire ça, et nous on pense que ces données, c'est un vrai capital qu'il faut qu'on exploite pour le bien commun, ce capital mieux, c'est-à-dire qu'on le décilote, qu'on le transversalise, qu'on le croise de façon à optimiser pour la collectivité pas mal d'usages, à la fois d'infrastructures publiques, de nouveaux services. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que pour nous la Smart City, je pense au territoire, j'ai travaillé là pendant 5 mois sur un territoire lorrain en déshérence après l'épisode de la fin des mines et de l'industrie sidérurgique. C'est bien l'ensemble du territoire qu'il s'agit de rebooster dans une approche de développement économique avec des nouveaux enjeux autour du numérique, autour de la filière bois. Et donc c'est bien de ça dont on parle. Et puis il ne faut pas oublier aussi que les villes, elles
elles sont liées au territoire qui les entoure. Si on prend un exemple, par exemple les bassins d'eau, quand je suis la ville de Nice, je suis dépendant de toutes les sources d'eau qui arrivent en amont pour pouvoir alimenter. Si vous parlez aujourd'hui du Cap, qui connaît des problèmes d'eau très significatifs, c'est bien l'ensemble du territoire qui peut aborder, pas seulement la ville. Donc voilà, c'était juste pour rebondir sur Smart City. Après nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir, de notre point de vue en tout cas, et mes confrères ont d'autres spécialités, extraire de la valeur de ces données au profit des hommes, au profit effectivement d'une approche humaine, alors que ce soit les agents territoriaux, que ce soit les citoyens, que ce soit les décideurs. Il faut pouvoir prendre de meilleures décisions dans un contexte de raréfaction des ressources financières et diverses, l'ensemble des ressources aujourd'hui, énergétiques et eau, etc. Et donc on travaille sur ces sujets très concrètement, sur des sujets comme... Alors on a parlé de la mobilité électrique c'est bien, mais comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure d'EDF, encore faut-il qu'elle soit chargée avec des énergies renouvelables, sinon on n'a absolument pas résolu l'équation du CO2. Donc voilà, on a un projet de recherche européen aujourd'hui sur ces questions-là. Comment faire partager de l'information entre les usagers des véhicules pour qu'on puisse prévoir un peu leur déplacement, leur point de recharge, et donc favoriser l'usage des énergies renouvelables dans ce contexte-là, puisque largement aujourd'hui les énergies renouvelables sont des énergies peu stockées, un tout petit peu dans les batteries des véhicules, mais bon, et puis dans certaines autres batteries, par exemple construites par Tesla. Voilà, donc ça c'est un des sujets. Un autre sujet, ça va être effectivement la mobilité plus largement. Comment développer des modes de transport doux et comment trouver l'échange d'informations qui est requis pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Ce matin j'étais dans le train, quand on tape comment je vais jusqu'ici en venant sur Google, on n'a pas la solution des transports en commun de façon fluide et immédiate. Alors une ville comme Rennes est en train de mettre ça en place. Mais c'est aussi simple que ça commence par là. Mais effectivement, on a tendance à prendre le taxi par facilité, parce que si on n'a pas l'information. Donc voilà quelques exemples. Dans la gestion de l'eau également, on peut faire beaucoup effectivement d'économies dans la gestion de l'eau, en tout cas dans certains territoires qui ont des taux de perte élevés. Ça veut dire qu'on équipe de capteurs les réseaux, ça veut dire qu'on est capable de bâtir des modèles pour anticiper et prévoir. Voilà des exemples de sujets. Absolument. Alors, il y a aussi une question qui est posée, parce que vous avez dit l'information crée de la valeur. Alors, faut-il savoir la capter, la mesurer, la mettre au service? Et comment est-ce qu'on peut mesurer effectivement cette valeur que l'information a et la mettre au service des habitants? Alors, juste un petit chiffre quand même pour vous donner une idée. Sur une étude de McKinsey, aujourd'hui, on pense que sur le total des informations qui sont dans les bases de données des entreprises et des organisations publiques, aujourd'hui on en exploite réellement 2%. 2% sur 100%. Donc autrement dit, il y a une marge de manœuvre importante. Après, effectivement, il y a comment mesurer la valeur. Il y a aujourd'hui des équipes spécialisées sur le fait de revoir, de passer en revue l'ensemble des effets des projets qui sont terminés, qui concernent des sujets comme l'éclairage intelligent, qui concernent des sujets comme le smart parking, qui concerne des sujets comme la gestion des déchets intelligentes aussi. Donc en mettant en place un ensemble d'infrastructures de collecte connectées, on arrive à créer de la valeur. Et donc ces cabinets regardent la rentabilité financière, la rentabilité socio-économique et puis la valeur collective d'un euro investi. Et on s'aperçoit que, par exemple, sur 5 projets, on va d'un projet qui en fait est déficitaire en termes de valeur, donc sur 1 euro on récupère 0,60, à d'autres qui créent jusqu'à 8 euros pour 1 euro investi. Donc on commence quand même à avoir des outils de ce type-là, il y a des spécialistes de ça. Donc c'est une étude notamment qui a été faite pour le compte de la Caisse des dépôts et puis aussi le pôle compétitivité à Density. Donc ça c'est un exemple. Après, vous avez la méthode entre guillemets à la Dijon qui est, voilà, j'investis 105 millions, j'ai un projet de 105 millions, je le finance pour 60% avec les économies réalisées, et puis je mets en dotation d'investissement les 55 qui restent, sachant que si je ne fais pas ça, c'est ce qu'explique très bien Denis Hamot quand il parle de ce projet,
quel est le coût de ne rien faire? Qu'est-ce qui se passe si on fait? Et donc je pense que c'est ça l'enjeu, mesurer la valeur, c'est aussi avoir le courage de tenter des choses, parce que en l'état, avec de toute façon les enjeux de réduction de dotation globale de fonctionnement, on est obligé de bouger. Alors c'est une bonne transition pour passer la parole à Alexandre Garcin, qui est adjoint au maire de Roubaix et qui est en charge de ces questions-là. Peut-être pour commencer, puisqu'on a parlé beaucoup d'expérimentation, ce qui pourrait être intéressant, on vient de parler de Dijon, on parle beaucoup de Dijon. Qu'est-ce qui se passe à Roubaix? Et on sait qu'il y a, dans les Hauts-de-France, il y avait eu Rifkin qui avait proposé cette démarche qu'on appelle REF3, pour en dire quelques mots. Et qu'est-ce que vous faites à Roubaix? Puis après, on peut prolonger la discussion sur cette notion de valeur créée. Alors, je suis adjoint en charge du numérique, du développement durable, mais aussi de la modernisation de l'administration. Finalement, tout ça est très lié. Tout ça est lié. Parce qu'en fait, on est à chaque fois dans la transversalité. Et alors, effectivement, aujourd'hui, à l'échelle d'un territoire comme Roubaix, on essaye aussi d'expérimenter. Et on a clairement aussi une liste d'expérimentations qui sont mises en œuvre avec différents services de la ville pour essayer d'améliorer à la fois effectivement la performance de notre administration. On est dans une vraie conduite du changement de ce point de vue-là, et puis aussi le service aux citoyens, en essayant d'explorer peut-être un meilleur trajet de la gare à destination. Et donc on porte aussi ces expérimentations. Je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à Nantes, ce que nous on vient de lancer, mais les choses sont bien parties. Effectivement, derrière, il faut faut qu'on puisse évaluer ces expérimentations. Et effectivement, le cadre financier va être une des sources d'évaluation, mais pas que. On est réellement dans nos administrations, dans des structures très silotées, dans lesquelles il faut décloisonner, ouvrir. Et il y a un enjeu énorme par le numérique de transformation de nos administrations. Là, c'est un indicateur qui est peut-être difficile à mesurer, mais un vrai changement des habitudes qu'on doit produire dans ces administrations. Voilà. Ce qui me semble important aussi, on l'a dit ce matin, Raphaël Sueur, tout à l'heure, Raphaël Sueur en a parlé tout à l'heure, je pense que la connexion entre les acteurs est un élément important de création de valeur. Et plus on aura de création de liens entre les différents acteurs, plus on crée de la valeur. Plus on enrichit finalement la capacité à faire et à produire et à faire aussi à rendre la vie plus performante. Et ça, on l'expérimente à l'échelle de la ville de Roubaix, certes, sur le numérique, mais aussi là avec beaucoup plus de recul sur les enjeux d'économie circulaire. Finalement, voilà, ça se relie un peu. Alors c'est plus physique, c'est plus visible quand on parle d'économie circulaire, puisqu'on est sur des matières, mais en mettant en lien tous les acteurs de la ville et en créant des nouvelles passerelles entre différents acteurs, on optimise les flux, on crée des nouveaux produits à partir des déchets, ce qu'on aurait pu considérer comme des déchets. Et donc là, c'est très visible, on a une création de valeur à l'échelle du territoire. Là où sur le numérique, forcément, on est sur quelque chose d'un peu plus immatériel, peut-être parfois de moins visible. Une question que je me posais, c'est est-ce que vous êtes isolé ou est-ce que vous travaillez avec la métropole, avec l'île, dans une logique d'agglomération ou est-ce que finalement c'est un peu chacun pour soi? On travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler ensemble. Voilà, ça sera ma réponse. Parce qu'on imagine bien qu'à l'échelle d'une agglomération, on a peut-être des effets justement de meilleure connaissance et puis il y a des flux forcément qui tous ceux qui ont envie de travailler avec nous peuvent venir travailler avec nous. Après, il y a parfois des freins sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais il faut avancer avec ceux qui ont envie d'avancer, on n'a pas le temps d'attendre. Il y a une autre question importante sur la valeur, et d'ailleurs le ministre Juppé vient d'en parler, c'est la question de la propriété des données. Et beaucoup d'acteurs privés, certains publics détiennent des données absolument essentielles pour les villes. Est-ce que, donc ils voudraient, et certaines villes commencent à porter ce message, Mysica à Paris par exemple, de façon assez forte, y compris au GAFA, on ne peut pas accepter que ces données finalement ne deviennent pas un bien public parce qu'elles permettraient de créer cette valeur qu'on cherche. Est-ce que vous avez
accès à cette dimension-là? Est-ce que il vous manque un certain nombre de données qui vous permettraient de faire mieux, plus vite? C'est sûr qu'aujourd'hui, de très nombreuses données des territoires ne sont pas dans les territoires, c'est clair. C'est un vrai manque à gagner pour une meilleure gestion de la ville, c'est clair. Donc il y a en même temps, nos données sont effectivement des données publiques, on travaille beaucoup sur l'open data, et par ce biais-là, on travaille aussi à un décilotage, parce que plus on libérera ces données, plus on les partagera, et plus on pourra optimiser la ville. Voilà. Il y a des vraies questions sur la propriété des données privées, qui sont des données d'abord du territoire. La réappropriation de ces données est un enjeu majeur, mais sur lesquels, clairement, il manque aussi des outils. Et là, le territoire seul ne peut pas décider. La ville seule ne peut pas décider. C'est une question qui doit se jouer à niveau national ou européen aussi. Pour terminer, on va continuer le tour de table sur la question de création de valeur vue par les habitants, est-ce que vous avez travaillé avec eux pour essayer d'identifier finalement ce à quoi ils donnent aujourd'hui, pour vous, le plus la priorité? Parce que souvent les gens veulent tout à la fois, donc on ne peut pas forcément tout faire. Est-ce que c'est plutôt sur le développement durable? Est-ce que c'est plutôt sur les transports, Aujourd'hui, la chance, de façon générale, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cadre de vie. Clairement, c'est la sécurité, la propreté, la végétation en ville, c'est tous ces éléments-là. Les données énergétiques, par exemple, ne sont pas forcément quelque chose qui est préhensible et donc compréhensible par tous les habitants, et donc pas forcément la première chose qui va être demandée. Par contre, le cadre de vie, ça, c'est quelque chose qui est visible et auquel chacun prête beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez l'impression que ces questions-là vont devenir des questions importantes en politique parce que dans les échéances électorales à venir, il y aura les élections municipales, est-ce que, en 2020, est-ce que donc les citoyens vont demander à leurs élus qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine-là pour créer de la valeur en matière de cadre de vie, et est-ce que vous avez utilisé est-ce que vous avez vraiment mis tous les outils? C'est ce qui demande à chaque élection. Oui, mais est-ce que le citoyen mieux informé aujourd'hui se dit voilà, j'ai besoin d'un maire ou d'équipe moderne et qui modernise, qui soit un peu macroniste, pour le dire autrement, qui soit en marche, transforme. Oui, je pense que en tout cas, l'attente des citoyens est beaucoup plus forte aujourd'hui du fait effectivement du partage de l'information. Elle est beaucoup plus forte sur les moyens qui sont mis en œuvre par les élus, par les villes pour améliorer le cadre de vie, ça c'est clair. Et en tout cas, elle remonte de façon encore plus forte par les réseaux sociaux, une pression qui est plus tangible. Alors, on va changer de sujet, mais pas complètement, et on va parler d'un élément de création de valeur qui est essentiel dans la vie, c'est le logement. Donc, nous avons la chance d'avoir Diego Harari qui est en charge non seulement du développement durable, mais aussi du numérique, mais aussi de l'innovation, chez Vinci Immobilier. Et donc, comment est-ce que chez Vinci Immobilier, vous portez finalement de façon transversale tout ce qu'on vient de dire, du point de vue du promoteur et des projets, des habitants? Alors effectivement, je vais prendre un positionnement un peu différent en tant qu'acteur quelque part qui commercialise un produit qui évidemment fait partie de la construction de la ville, mais qui reste quelque part un produit. C'est une tendance générale dans l'économie, pas seulement dans l'immobilier, de transition de la valeur, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, vers l'utilisateur final. Quelque part, on passe d'une logique de produit vers une logique de service, vers une logique d'usage. Je vous donne un exemple, le plus grand hôtelier du monde ne possède aucune chambre, vous connaissez tous Airbnb. Donc cette logique-là, dans le cadre de l'immobilier, elle se traduit de la même façon, on passe de vendre la propriété d'un bien, d'un produit, vers des logiques plus proches de l'usage du service, de l'expérience quelque part. Je vais donner quelques exemples concrets, notamment sur une opération qu'on a à 200 mètres d'ici, qui s'appelle Tilic, donc sur les Dunants, où on a donc 190 logements en presque 7000 m² de tertiaire. Plutôt que de vendre des places de parking individuelles, on vend des droits d'usage, ce qui permet de faire de l'optimisation, puisqu'en fait, on parle les mêmes besoins d'un moment, et donc, plutôt que de vendre 260 places individuelles, je vends 260 droits d'usage, je construis 200 places, et ces 60 places économisées, c'est de la valeur que je peux réinjecter dans autre chose, c'est des travaux économisés qu'on va pouvoir mettre au profit de la qualité de l'opération.
Cette logique quelque part d'usage, elle se traduit aussi en anticipant beaucoup plus en amont que historiquement dans l'immobilier les futurs usages dans les opérations, et en allant chercher notamment des opérateurs pour construire des choses, et des choses qui sont bien sûr dans la logique de synergie et de la valeur du territoire. Alors, on revient sur le thème, typiquement cette opération-là, on allait chercher un théâtre, puisqu'on est dans un quartier dédié à la culture, et donc on a construit parmi les espaces tertiaires, plutôt que sur des choses en blanc qui servent un peu à tout et à rien, on a construit quelque chose de très dédié, très en lien, en synergie avec la logique du territoire sur lequel on est. Donc ça, c'est tout le décalage vers l'usage. Si on pense un peu plus service, on a la même logique de décalage. Voilà, on n'est pas là seulement pour donner le bien, on est là aussi pour proposer les services qui auront lieu, je dirais, à travers le fait de vivre dans ce bien. Et donc on voit là tout le déploiement, quelque part, de solutions qui, grâce au numérique, peuvent démocratiser l'accès à des services qui avant n'étaient pas forcément accessibles, on a un argument économique. C'est tout ce qui est aujourd'hui le smart home. Mais le smart home, c'est pas juste je fais jouer avec mon téléphone et je monte mes volets et je change ma température. Une fois qu'on a mis des objets connectés, une fois qu'on a mis des applications dans la main des résidents, ils vont pouvoir surtout souscrire à des services proposés par les tiers, que ce soit des services, je dirais, bêtes et méchants de télésurveillance, de monitoring de santé des seniors, toutes ces choses-là, mais également quelque part des services plus en lien justement avec le territoire, des réseaux sociaux de proximité, typiquement, même si ce n'est pas un bien numérique, c'est toujours sur une ligne. Dans cette logique de service, on a une conciergerie présente sur l'opération, et cette conciergerie va pouvoir distribuer des paniers à MAP aux résidents, et donc là on recrée une boucle courte qui est au service aussi de la création de valeur du territoire. Absolument. Je cherchais un article que j'avais préparé, qui a été fait sur la ville idéale à laquelle on rêve. Il n'y a plus de voitures parce qu'il y a les transports autonomes. Carlos Moreno fait du vélo. Les voitures sont électriques, donc il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus de parking puisqu'il n'y a plus besoin de voitures individuelles. Il y a des conciergeries, effectivement, donc il n'y a plus de problème de tout le monde, les courses, finalement, ça arrive tout seul. Il y a des drones. Cette ville futuriste, ça n'existe pas. C'est probable qu'elle n'existera pas de sitôt. Il y a un vrai sujet, je pense, ce que vous décrivez, d'égalité d'accès. On a l'impression que ce que vous décrivez, c'est pour quelques-uns qui vont être dans les lieux, qui vont expérimenter justement ce type d'expérience, effectivement, qui sans doute peut créer de la valeur. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire, plutôt que de vivre dans un quartier historique, vivre dans un quartier moderne, où je vais avoir accès à tout ça. Mais en fait, tous les autres n'y auront pas accès. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage et de difficulté, finalement, à faire cohabiter ces deux villes cette ville idéale vers laquelle on veut tendre tous, et puis il y a aussi, enfin on le voit bien, pardon de le citer, je ne sais pas si c'est le cas, non, mais à Paris on le voit bien entre Paris et la banlieue. La ville idéale de Anne Hidalgo, Paris-Centre, dans les 4 arrondissements, c'est pas celle que vivent les gens qui doivent traverser Paris de l'est en ouest ou de l'autre sens. Je vais répondre à mon échelle, je ne peux pas répondre pour l'échelle de la mairie en nom d'Anne Hidalgo, mais à l'échelle du bâtiment, justement quand même, tout le numérique. C'est ça parce qu'on vous fait des appels à projets, vous prenez Réinventons Grand Paris tout, on en parlait un peu. On est en train d'inventer des nouveaux quartiers qui vont expérimenter, enfin qui nous présentent ce visage-là de la ville. Et en même temps, on sait bien que ça ne sera pas pour tout le monde. Je reprends une ligne parce qu'on a une part de solutions de ce type-là dans cette opération. C'est une opération qui fait du logement social, qui fait du logement intermédiaire, qui fait du logement libre. C'est une opération extrêmement mixte socialement. Donc on est quand même au centre de Nantes. On n'est pas, voilà, mais il y a quand même une tendance à la démocratisation de choses qui existent déjà, justement pour les classes favorisées. C'est-à-dire que quelque part des services à la personne de conciergerie, si vous êtes une CSP+, en personne de Paris, vous êtes un concierge de votre immeuble. Donc quelque part, en numérisant ça, on a plutôt tendance à démocratiser l'accès des services qui aujourd'hui sont très élitistes. Alors, de là à dire que tout le monde pourra en bénéficier, etc., je ne sais pas, on n'a pas un plus de cristal, pas l'évolution des prix et tout ça, mais en tout cas, on est plutôt dans une tendance de démocratisation que l'inverse. Alexandre Garcin, là-dessus, sur cette question de la vie, enfin, est-ce que tout le monde partagera la même vie de ces projets? Vaste question. À Roubaix, on est dans un territoire en jeu en politique de la ville, donc voilà, il n'y a pas forcément des acteurs comme les Vinci Immobilier qui viennent, on est plutôt voilà, les bailleurs sociaux qui aujourd'hui gèrent une grosse partie du patrimoine immobilier.
il y a énormément d'énergie chez ces habitants-là aussi, la politique de la ville. Il y en a même beaucoup plus peut-être. Donc il faut qu'on aille la trouver, qu'on aille la transformer pour la mettre au service de la ville. Mais voilà, je pense qu'il y a la même capacité, il y a même peut-être plus de capacité à se créer un cadre de vie fort dans ces quartiers-là que dans les quartiers plus huppés, on a plutôt tendance à vouloir rester chacun chez soi. Donc, je ne vais pas donner de réponse là, mais voilà, les énergies sont différentes. On peut imaginer des belles choses pour des gens qui en fait ont envie de rester chez eux, et puis on peut voir émerger des projets incroyables dans des quartiers où il faut vraiment des sociales. Alors, Anthony Barbier, vous êtes le directeur territorial de la Banque des Territoires, donc c'est-à-dire de la Caisse des dépôts. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en termes d'action de la Caisse des dépôts qui donc aujourd'hui se repositionne dans cette idée effectivement d'égalité des territoires, d'apporter des solutions de type Smart City, mais pas seulement projet. Quels sont les types d'offres et qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les attentes, les usages peut-être que vous pourriez contribuer à faire émerger? Oui, bonsoir à tous. La Banque du Territoire, c'est une marque en fait effectivement au sein de la Caisse des dépôts qui reste l'entité juridique existante depuis 202 ans et donc qui continuera de cette fête-là. La Banque des Territoires, c'est beaucoup plus récent parce qu'on l'a lancée il y a quelques mois simplement ici à Nantes, une dizaine de jours, pour marquer une chose qui est essentiellement une organisation interne chez nous pour être plus efficace au service des territoires, qui est d'unifier un certain nombre de directions qui travaillaient, on a parlé de silos tout à l'heure, mais ça s'applique à tout le monde, et chez nous aussi, donc qui travaillaient plutôt en silo, pour les mettre toutes au service de nos clients de proximité. Donc simplement un mot sur notre organisation, on a, pour illustrer ça, 35 implantations dans les régions françaises. Il y en a 2 ici dans la région des Pays de la Loire, à Nantes et à Angers, avec quelques dizaines de collaborateurs à chaque fois. Ici on a 40 personnes qui travaillent. Donc au service des territoires, avec la mise en place, on est un établissement financier, donc on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire mettre en place des actions de soutien d'ingénierie financière, de financement aux bailleurs sociaux et aux collectivités locales essentiellement, et d'investissement en direct à risque que la Caisse des dépôts prend sur des projets. Moi je voudrais reprendre l'angle d'attaque par lequel on a terminé en fait, sur ce sujet de création de valeur qui est, de mon point de vue, c'est un peu l'acte de naissance de la Banque des Territoires. C'est de considérer qu'il faut aider financièrement et intervenir en soutien des créateurs d'entreprises, des gens qui sont dans des quartiers ou dans des territoires très dynamiques, pour les aider à aller plus vite et plus rapidement, avec des logiques de projet. Mais il faut aussi, pour s'assurer dans le long terme d'une solidité, d'une résilience, je ne sais plus qui avait utilisé ce terme-là, ne pas abandonner les territoires périphériques. Donc les territoires périphériques, c'est les villes moyennes, les villes de banlieue ou les villes rurales qui connaissent des difficultés très importantes et qui voient à côté se dérouler des actions merveilleuses sur le quartier de la création ici à Nantes. C'est aussi les territoires périphériques, c'est les quartiers urbains de ces grandes métropoles qui sont en situation assez compliquée, qui peuvent être mal reliés au centre-ville, dans des situations de pauvreté importantes, sans toute la dynamique même d'une métropole comme Nantes. Donc l'action qui est la nôtre, c'est de faire en sorte qu'on arrive à tirer l'ensemble de ces secteurs-là, de ces territoires, vers le haut. Je voudrais prendre juste 2 exemples ici. On est dans le quartier de la création ici, donc pour illustrer l'intervention qui peut être celle de la Caisse des dépôts sur des projets immobiliers un petit peu particuliers. À 200 mètres d'ici, il y a un chantier important qui s'appelle la Halle 6, où on va donc héberger dans un bâtiment totem de la French Tech, sur 6000 mètres carrés, découpé en plateaux petits, moyens et grands, tous les acteurs qui voudront bien s'installer. J'ai des flyers que je vous laisse montrer. Des industries culturelles, créatives, numériques. C'est un partenariat que l'on a avec le groupe Quartus et puis avec, et surtout, je dirais, la Savoie et puis Nantes Métropole. Sur ce bâtiment-là, nous, on prend des risques assez importants qui ne sont pas ceux qu'une foncière normale prend, puisque on ne s'adresse qu'à un petit marché, qui est celui des ICC, des industries culturelles et créatives. Et puis on accepte un bâtiment qui est découpé d'une certaine façon. Si on était rationnel, si on était un investisseur parisien, foncière, qui porterait un intérêt à ces 6000 m² très bien placés, on ferait l'inverse. On essaierait de le remplir
sans se donner de limites, et puis on essaierait d'accueillir finalement tous ceux qui souhaiteraient y venir sans qu'ils soient forcément des industries culturelles et créatives. Donc on prend des risques en fait pour aider cette programmation qui est justement celle d'un voisinage et d'un foisonnement entre des acteurs petits, moyens, grands, des startups, mais aussi des entreprises installées. La cantine numérique, qui est la cantine la plus active en France en termes d'événements et de fréquentation, qui va venir être le moteur un peu de ce rez-de-chaussée. On soutient également, dans les tables rondes précédentes, on a cité les projets Innova, donc le premier logement social imprimé en 3D, presque tout le monde le connaît, il a été très médiatisé. Donc là, nous sommes intervenus aux côtés de l'université et d'un bailleur social, qui est Nantes Métropole Habitat. C'est un bailleur social qui porte cette innovation. On parlait à l'instant de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Cette innovation-là, ce premier logement social imprimé en 3D, il est dans un quartier d'habitat social, il est à la Potière ici. Il y a d'autres projets dans le cadre du City Lab qui sont aussi soutenus, qui sont portés par Nantes Métropole Habitat et qui sont des vraies innovations, peut-être qui pourraient trouver place dans des promotions immobilières futures chez ICAD ou chez Vinci, sur l'utilisation de la toiture intelligente avec de la production d'énergie couplée. C'est le projet Symbiose, je crois qu'on en parle après, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Donc voilà, nous intervenons en soutien de ces projets, de ces territoires qui vont bien, et puis qui vont vite, et puis qui ont une dynamique et qui en profitent, et c'est très bien. En même temps, il faut effectivement intervenir sur les quartiers politiques de la ville. Donc là aussi, nous sommes en soutien financier, en distribution de prêts aux bailleurs sociaux et aux collectivités qui transforment ces quartiers-là pour faire de la construction neuve de leur habitation, de la démolition, donc transformer les facteurs de chance de ces quartiers. Et puis pour montrer qu'on va jusqu'au bout, parce que quand on prête, mais on prend la moitié du risque, on donne de l'argent à quelqu'un qui lui va prendre le risque. Et puis le prêt, on demande des garanties. Donc pour montrer qu'on va encore plus loin, on peut être aussi investisseur nous-mêmes en fonds propres, donc sans filer de rappel, avec des vraies prises de risque. Dans ces quartiers qui sont à Malakoff, à Bellevue, au Clotoro ici, où les acteurs privés classiques de grande surface ne vont pas forcément spontanément et rapidement. Surtout sur des projets qui sont de petite taille, qui sont un peu risqués, sur des centres commerciaux, des maisons de santé, des bureaux, des cours artisanales. Donc on a la chance ici d'avoir pris quelques opérations qui fonctionnent assez bien, et donc on va essayer avec Nantes Métropole et la SEM Loire-Océan Développement, qui est son outil, dupliquer, en fait structurer un outil à destination de ces investissements immobiliers dans des quartiers politiques de la ville pour les années qui viennent. Alors vous intervenez aussi tout ce qui est transition énergétique, en matière par exemple de financement, d'infrastructures. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre une dimension plus importante avec l'accélération de ces enjeux-là, qui sont des enjeux importants pour la ville, finalement, et pour les territoires en général? Oui, alors on est également sur ces deux casquettes, là, financeurs et investisseurs, sur la transition écologique et énergétique. En financement, on distribue des prêts qui sont favorisés, puisque c'est des prêts qui utilisent des fonds d'épargne, des fonds d'épargne populaires, pour faire de la rénovation énergétique essentiellement. Des bâtiments publics, et sur les bâtiments privés, c'est un peu plus compliqué. Donc on commence par en fait des bâtiments publics qui ont une maîtrise globale, qui ont en général aussi un volume suffisant pour pouvoir commencer à faire des produits financiers. Et puis en investissement également, on peut prendre au départ dans des sociétés de production d'énergie. Bien entendu, donc ça on le développe. La question aujourd'hui est peut-être, il y a de l'argent disponible en fait sur ces projets. Aujourd'hui, c'est plutôt de trouver les projets et les gens qui prennent le primo risque, le développement. Est-ce que vous intervenez aussi dans les mobilités durables, sur les transports? Oui, alors plutôt... le premier tramway autonome sur roue arrive, donc bientôt ça va être beaucoup plus simple. On a surtout en fait notre filiale Transdev du groupe Caisse-des-Dépôts, qui est le spécialiste de la mobilité urbaine, mais aussi sur des plus grands territoires, qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, et qui est intégré d'ailleurs aux réflexions du City Lab dont on parlait tout à l'heure, pour justement expérimenter des projets solidement là-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants? N'hésitez pas. Estelle. Capitalistique comme celui de la Banque des Territoires. Je me posais la question par rapport à cela. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de valoriser
puisqu'il y a une telle diversité, les environnements dans lesquels vous opérez? Est-ce que vous avez mis en place un observatoire? Est-ce que c'est une pensée qui circule par rapport à vos développements? Nous-mêmes, pas vraiment. Moi, je suis plutôt un opérationnel de terrain dans la direction régionale des Pays de la Loire, donc très modestement. En revanche, on participe à un certain nombre de travaux de recherche et en lien notamment avec le CGET sur justement ces liens entre les dépendances territoriales. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites récemment sur les métropoles et puis le lien avec leur territoire. Et qui nous amène finalement à dézoomer ces réflexions, à prendre vraiment beaucoup de hauteur. On est sur des aires urbaines et en fait on s'aperçoit que les fonctionnements sont même au-delà des aires urbaines. Il y a beaucoup plus de relations entre Nantes et puis Rennes qu'on peut imaginer. Il y a des frontières qui ne sont qu'administratives. Donc en fait voilà, pour répondre à votre question très imparfaitement, les données de type observatoire, c'est plutôt la Caisse des dépôts avec le CGET vu au monde. Mais il y a d'excellentes choses aussi produites par Laurent ici. Et pour prolonger ce que disait Lionel Brie sur Dijon, est-ce que la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires pourrait aller jusqu'à aider des collectivités justement à faire cet investissement initial, par exemple celui de Dijon, dans des projets plus globaux dont la rentabilité future n'est pas forcément complètement certaine, mais en même temps, si on ne démarre jamais, on ne l'aura jamais. Donc, il y a des effets de levier de création de valeur, on le sait bien, à un moment où les finances des collectivités locales sont prétendues et c'est pas parti pour s'arranger, pour essayer justement de créer, de se redonner des marges de manœuvre, mais évidemment pour ça, que ce soit l'éclairage intelligent, que ce soit les déchets, que ce soit tout ça, il faut investir. Et est-ce que ça peut être la mission de la Banque des territoires que de participer à des grands projets finalement de cette nature? Alors ouais, on a vocation à intervenir sur toute la chaîne de création de valeur, donc du tout début de l'idée jusqu'à la réalisation et même éventuellement jusqu'à l'opération. On a des filiales qui représentent au sein des groupes les capacités d'être opérateurs dans ces métiers. Au tout début de la chaîne, c'est un peu ce qu'on a le sentiment de faire aujourd'hui dans le Nantes City Lab, dans le programme de quartier démonstrateur de la Samoa ici. On dépense de l'argent pour animer une démarche sur laquelle on n'a pas de retour immédiat. Simplement, on amorce des choses, on ne récupérera pas cet argent-là, mais on investit dans de l'ingénierie qui permet en fait de créer après de la valeur qui sera diffusée. Mais ce qui fait ça des valeurs, c'est que vous êtes un investisseur de long terme. Ouais, alors après, on peut être investisseur. Voilà, on ne serait pas de long terme si on faisait que dépenser de l'argent tout le temps, mais vous êtes presque éternel. Vous avez le temps pour vous. Oui, bah c'est parce qu'on est avisé aussi. Donc on peut en fait investir, donner des mises de départ sur un certain nombre de sujets. Je veux dire, sur Nantes, on a ce programme quartier démonstrateur, le programme City Lab. On ne va pas soutenir 15 actions ou 20 actions différentes dans une logique de guichet. Par contre, voilà, c'est des mises de départ pour pouvoir transformer après et puis créer de la valeur par de l'investissement éventuellement assuré. J'ai oublié de parler de quelque chose de très important parce que j'ai parlé des quartiers urbains fragiles sur lesquels on intervient. On intervient aussi en soutien d'un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville, qui est plus destiné aux villes moyennes. Alors je ne sais pas si on regroupait dedans, non. Ah oui, d'accord, c'est la métropole lilloise qui regroupe tout. Et pour ces 222 villes en France, il y en a 8 en région Pays de la Loire, c'est quand même une grande diffusion. La Caisse des dépôts va mobiliser, pour autant qu'il y ait des projets, 1,7 milliard d'euros en financement et en investissement. Et une part très significative de ça, elle est faite pour justement amorcer des projets intéressants. Faire de l'ingénierie de départ, vérifier de la faisabilité, de la sécurité initiale. Et une part de cette enveloppe, c'est plus de 50 millions, sera réservée à des actions de type Smart City, innovation dédiée aux villes moyennes. Il ne faut pas que ce n'est pas non plus l'apanage des grandes métropoles. Et dans les dossiers qui nous sont remontés des 220 villes, il y avait pas mal de choses assez intéressantes sur le volet Smart City, dans des villes comme Châteaubriand, Fontenay-le-Comte ou La Roche-sur-Yon ici. Sur la mobilité, sur l'utilisation de l'énergie, sur le transport. Peut-être Alexandre Garcin sur ce point, justement, l'effet de levier d'un investissement. Est-ce que vous imaginez pour bénéficier de cette capacité à avoir l'investissement initial qui permettra de démontrer la création de valeur? Alors, oui, mais la bonne méthode, à mon avis, c'est vraiment le City Lab, c'est-à-dire l'expérimentation pour acculturer l'ensemble des acteurs, et notamment, encore une fois, les
propres administrations, qui sont encore loin de la capacité à imaginer ce que pourrait être le fonctionnement de l'année de demain. Il faut qu'on s'acculture à tout ça, les technologies changent un peu tous les jours, donc il ne s'agit pas de créer... il faudrait éviter, ça a déjà été fait par le passé, de créer des gros machins sur lesquels on fait des gros cahiers des charges qui vont coûter très cher et qui à la fin ne servent pas. Au contraire, il faut être très pragmatique et la méthode c'est vraiment tester, voir si ça marche. Si ça marche, on réfléchit à des investissements plus grands encore. Et ça, dans ces domaines extrêmement mouvants, je pense que c'est la bonne méthode. Juste rebondir sur tout le discours dans les territoires de l'importance du soutien financier des acteurs de ce type-là. On a un projet chez Vinci Immobilier à Villeneuve-la-Garenne, la banlieue de Paris, pas forcément la plus belle des banlieues, mais voilà, dans laquelle on construit un grand ensemble sur une ancienne friche industrielle et on va mettre en toiture, en équipement d'activité, plusieurs milliers de mètres carrés, je crois que c'est 4000 et quelques mètres carrés de serres d'agriculture urbaine. C'est de l'aquaponie, c'est un mélange entre de l'hydroponie, donc de l'agriculture en sol, et de l'aquaculture, les deux fonctionnant en boucle circulaire. C'est quelque chose pour lequel on a un opérateur, big, mais qui est aujourd'hui dans une création de modèles économiques très risqués, et donc très clairement on n'a pas eu un investisseur classique qui aurait pris le risque, et on a pu le faire grâce à une part soutenue par la Caisse des dépôts qui nous permet de tester de nouveaux modèles qui sont au service de la transition écologique en l'occurrence. Il y a une bride sur la question finalement que tout le monde cherche le Graal, c'est la rentabilité économique. Est-ce qu'il y a un modèle économique de la Smart City ou est-ce qu'il y a des modèles économiques de création de valeur de la Smart City? On peut se poser la question de la taille critique. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur un dossier, une ville de 28 000 habitants. Il faut qu'on construise des choses qui soient pérennes, qui tiennent la route dès le départ en termes d'approche économique. Pour valoriser la donnée, il faut la collecter, il faut la qualité, il faut la raffiner. Après, si on veut essayer d'aider à prendre de meilleures décisions, on va faire du productif, il faut pouvoir se payer éventuellement un data scientist. Tu ne peux pas rentabiliser ça sur une habitants. Donc il faut raisonner, trouver la bonne maille territoriale. Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est... Ah, je pense qu'aujourd'hui, nous on a ça, on a ce capital donné. Vous allez aux États-Unis, ils ont des milliards de données, ils ont des centaines de millions de consommateurs qui leur fournissent des données. Le problème il est là, où est le bon modèle? Donc effectivement, d'un côté, il faut se dire, on est dans une démarche plutôt d'innovation progressive, où on veut culturer les gens, où on veut qu'ils aient la main. Voilà. Quel est le bon rythme? Je ne sais pas, c'est la complexité. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que, en tout cas, la région et les métropoles sont deux leviers importants pour faire bouger, avoir des projets à impact, parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer à l'échelle. C'est ça, toutes ces expérimentations, il y en a beaucoup, elles sont intéressantes, mais comment faire en sorte qu'elles basculent sur autre chose de plus industriel? C'est ce qu'on appelle le proof of concept, si on arrive à trouver des concepts qui marchent, on va essayer d'industrialiser. Oui, mais vous voyez, dans nos équipes de R&D innovation chez nous, on a effectivement des doctorants et des gens qui travaillent sur des concepts, des prototypes, mais si on ne va pas jusque dès le départ en se fixant comme objectif, ce que disait d'ailleurs Stéphane Gervais tout à l'heure, je crois, si on ne fixe pas dès le départ comme objectif de résoudre des problèmes d'industrialisation, on risque de boucler et d'être un peu comme les hamsters à l'intérieur de notre cercle. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi avoir de l'ambition pour pouvoir franchir des caps.